Là, parce que j'avais oublié l'enregistrement en parallèle. Je voulais être sûr que, voilà, au niveau du streaming. Donc, je recommence pour les youtubeurs. Bonsoir tout le monde. Donc, un grand merci pour vos participations. Je vois quelques chiffres qui montent, quelques abonnements, etc. Quelques retours qui m'ont été faits en off. Donc, ça me fait extrêmement plaisir. Et voilà, je tenais à le dire. Et puis, je pense que je vais continuer à le dire régulièrement. Euh, voilà, donc continuons comme ça. Alors, un petit cas particulier cette semaine, il y aura un stream uniquement ce mardi, parce que ben, pour celles et ceux, hop, je vais switcher, tac, pour celles et ceux qui, hop, me suivent, alors, je ne partage pas, voilà, voilà, j'en étais sûr. Pourtant, j'en étais sûr, j'avais fait un test, et puis je me suis dit, est-ce que je capture bien ce qu'il faut? Mais non, là, il capture pas ce qu'il faut. Ah là là, je te jure. Ouvrir le sélecteur, fenêtre de l'application. C'est ça que je veux partager, bien évidemment. Voilà, c'est quand même plus joli comme ça. Alors, oui, donc pour celles et ceux qui suivent un petit peu, je serai au Snow Camp euh, jeudi et vendredi. J'y vais là demain, sachant que j'ai une grande traversée à faire là de la Bretagne jusqu'à Grenoble. Donc, si vous êtes dans les parages, bah, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Moi, je serai vendredi à 16 h pour mon talk sur les métallois. Voilà, donc ça c'est la raison pour laquelle bah, jeudi soir, hein, je serai à Grenoble, donc je vais pas faire de stream à ce moment-là. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, on va commencer par le petit segment liens, commentaires, etc. Que j'aime bien faire pour le coup. Je me creuse un petit peu les méninges. Et je voulais vous parler, alors, je vais vous parler, je ne sais pas si vous suivez le cinéma d'une manière générale et la critique ciné en particulier. Alors, moi, j'aime beaucoup le cinéma, je lis et j'écoute des podcasts dans tous les sens sur le sujet. Et quand j'ai le temps et que je fais pas des streams, eh ben, je regarde des films. Et il se trouve que l'un des sites que j'utilise notamment pour regarder un petit peu ce qui se passe, etc., Sens Critique, a eu un gros souci d'IT il n'y a pas longtemps. Et je voulais vous en parler ce soir, mais quand j'ai loadé le site, notamment leur blog post à ce sujet-là, bah, il se trouve que là, en ce moment, le site est en maintenance. Donc déjà, ça me permet de faire un commentaire. Ils ont eu un énorme problème, ils ont réussi à s'en tirer tant bien que mal, ça on va regarder ça après. Parce que je voulais vous parler du post-mortem, et je vois qu'effectivement leur site est en maintenance. Et c'est vous dire à quel point c'est grave, parce que c'est vrai que des pages de maintenance sur des sites, à part des trucs un peu institutionnels ou un petit peu anciens qui ne gèrent pas encore ce mode de fonctionnement-là, eh bien c'est quand même assez surprenant de voir des pages de maintenance. Donc je me suis dit, ah ben mince, je voulais parler de ça et compliqué. Mais, il existe un truc qui s'appelle webarchive.org et ça c'est plutôt cool. Et lui il a permis justement d'avoir l'article tel qu'il avait été posté. Alors, est-ce que je suis... Ah non, je suis toujours sur ça. Bah oui, forcément, capture de Firefox. Alors, propriété, ouvrir le sélecteur. C'est l'application. Hop, c'était ça que je voulais partager. Bah oui, forcément, j'ai changé la fenêtre et je ne vous ai pas montré. Alors, est-ce que ça marche si je vous montre ça? Voilà, c'était cette fenêtre-là que je voulais montrer. Ça m'apprendra à tirer les fenêtres à gauche, à droite. Voilà, donc le site était en maintenance. Et donc ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, ce soir. Et ça, c'est le blog post tel qu'il apparaissait. Je vais zoomer encore un peu. Le blog post tel qu'il apparaissait le 16 janvier. Et, voilà. Et ça, je vais vous le partager, hein, bien évidemment. Je vais le mettre dans le chat si vous voulez le rattraper. Oui, bah, il faut que je mette le lien Web Archive, sinon vous n'allez pas comprendre. Voilà. Et puis je vous mets aussi, si je vous mets aussi le lien de l'article là, comme ça je vous mets ça. Je mettrai tout sur YouTube aussi. Tac, tac, tac. Ok, on est bon. Donc c'est un problème très grave qui leur est arrivé. Donc voilà, en plus à partir du 1er janvier à 9 h du matin, donc le genre de truc, voilà, c'est vraiment le cas de figure horrible, horrible, et d'ailleurs c'était unique, hein, effectivement. Je vais pas rentrer dans l'histoire, je vais juste revenir sur la route cause. Alors c'est bien parce qu'en plus ils répondent à plein de questions, ils ont leur CTO qui va expliquer tout un tas de choses derrière. Je vous laisse parcourir, hein. L'idée c'est pas de faire tout l'article. Je voudrais revenir là-dessus. Le 4 décembre, ils ont fait une mise à jour de MariaDB, et ça a introduit un bug sur les bases de données affectant la fiabilité des backups. Et ça, effectivement, c'est peut-être même le pire des problèmes qu'on peut avoir avec un problème de divulgation de données d'une manière générale. Là, ça tape dans la base de données, ça tape dans quelque chose.
assez, assez chaud. Quand on parle de corruption de base de données, ben, c'est chaud parce qu'en fait, non seulement il faut se poser la question de est-ce que votre base de données elle est up, donc là, ben non, elle va être corrompue, etc. Mais est-ce que vos backups que vous allez essayer de restaurer, ils sont opérationnels? Parce que si vous restaurez de la daube, ben, ça va pas bien se faire. Et ce que j'apprécie beaucoup avec cet article qui est extrêmement transparent, voilà, ils indiquent voilà, toutes les fois où ils n'ont pas pu faire les backups, etc. Comment ça s'est passé entre le slave et master. Il y a des graphiques, il y a des voilà, il y a tout le contexte avec les captures, etc. C'est super intéressant si vous vous intéressez un petit peu de près ou de loin à comment ça se passe la prod. Euh, vraiment une super, oui, je regardais l'erreur en l'occurrence. Oui, oui, donc ça d'accord, ok, voilà. Donc, et effectivement, quelles leçons ils en ont tiré? On va revoir notre workflow de backup restauration. Voilà. Donc ça, c'est un peu la réponse à des souvent la question à quoi bon? Tiens, à quoi bon se prendre la tête à mettre en place tel ou tel process compliqué, etc. Bah ça, si vous voulez vous éviter ça, un 1er janvier à 9 heures de voir arriver des messages de prod sur les astreintes qui se mettent à hurler, bah ça c'est un sujet. Et c'est pas pour blâmer MariaDB ou quoi, hein, ça aurait été absolument avec n'importe quoi. Là, si vous regardez, en fait, bah, il n'y a pas de mise à jour breaking. En fait, on est passé de 10.5 à 10.11.10 et c'est a priori un bug. Mais ça montre bien que quoi qu'on veuille faire, là ça a l'air d'être quand même pas très large, 10.5, 10.11, des fois c'est énorme hein, de 10.5, 10.11, mais là en l'occurrence je ne suis pas assez l'actu de MariaDB pour savoir si c'est gros, mais il y a plusieurs choses. Déjà faire ce genre d'opération, bah, a priori c'était à tester, mais bon voilà, et à voir si en termes de surveillance sur des environnements de non-prod, etc., ça a utilisé les mêmes process. Je vous laisserai voir l'article pour avoir la réponse à la question. Et, et puis, ben, il y a l'histoire du support. Là, en l'occurrence, la montée de la version est due à une fin de support. Donc là aussi, il se pose la question de la durée de vie des versions qu'on met en prod. Hein. Si vous devez faire des opérations d'upgrade parce que le support est tellement court que vous devez tout le temps être un petit peu sur la dernière version, ou du moins d'avancer, c'est compliqué. De la même manière, si vous devez faire un trop grand gap parce que vous êtes resté très longtemps sur une version LTS et qu'il faut passer à une autre version LTS, là aussi c'est un risque. Et là on parle de base de données, donc vous êtes vraiment sur des sujets qui sont extrêmement critiques, quoi. Donc super intéressant, je vous recommande la lecture, je la commande pas plus que ça, parce que je fais surtout preuve d'empathie avec eux. Et le fait de se dire que bah, même encore ce soir, ils continuent des actions sur la base de données pour redresser, eh ben c'est chaud. C'est vraiment chaud. Alors, hop. On va passer à autre chose. On va causer un petit peu de Rust, mais on reviendra sur du Rust après. Rustfinity, alors que j'en ai parlé la dernière fois, notamment avec l'Advent of Rust. Donc, super site, notamment pour apprendre Rust. Ils ont rajouté tout un tas de challenges, en fait, pour continuer à bah, soit apprendre Rust, soit à s'améliorer en Rust. C'est super intéressant. J'ai pas commencé à taper dedans, hein. Bon là en plus je suis même pas connecté. J'ai pas commencé à taper dedans, mais la liste est extrêmement intéressante. Alors on retrouve des sujets autour de, je vais zoomer un petit peu là, hop. On retrouve des sujets bah, autour de l'ownership, des références mutables, les slices, j'en parlais la dernière fois. Donc voilà, il y a des trucs à faire sur les structs. Donc tous les sujets en fait de Rust sont ils suivent d'ailleurs la même tronche que l'Advent of Rust. Donc si vous avez fait un petit peu ça ou si vous voulez quelque chose qui soit très démonstratif, explicatif, c'est un super site. Et je pense que tous les langages, d'une manière ou d'une autre, devraient avoir cette qualité en tout cas d'écosystème pour apprendre. Donc ouais, je vous recommande Rustfinity, au-delà de juste la partie un peu temporaire bornée dans le temps de l'Advent of Code. Mais ouais, ça, franchement, c'est un super truc. Euh, un petit sujet en passant, donc ça c'est pas mal parce que ça m'a bien tapé dans l'œil. J'ai pas encore eu le temps de tester. C'est Ember. Donc l'idée c'est d'avoir un langage qui compile en bash. Donc d'avoir une espèce alors je vais pas dire du superset puisque c'est pas du bash, donc on peut pas dire que c'est du bash avec lequel on fait voilà, comme TypeScript, JavaScript, où on aurait des capabilities en plus par rapport au langage. Non, non, là effectivement c'est un autre langage qui ressemble à beaucoup d'autres langages, mais l'idée c'est d'avoir quelque chose qui s'exprime dans un langage et après qui transpile, on compile pas, même si bon, je pense qu'il y a débat sur le terme, mais voilà, et qui transpile en bash. Donc ça c'est intéressant, j'ai pas eu le temps de le tester. Ce qui m'intéresse beaucoup,
ces deux choses, c'est la TypeScript et puis la syntaxe. Alors moderne, il faut toujours se méfier, hein. Moderne, ça ne veut pas dire mieux, ça veut dire que ça intègre des façons de faire qui sont contemporaines. Mais sachant que je suis toujours en train de me poser des questions en faisant du bash, que alors est-ce que ça s'écrit comme ci, est-ce que ça s'écrit comme ça, les conditions en bash par exemple, à chaque fois je me pose la question, est-ce que c'est moins ec, est-ce que c'est égal égal, est-ce qu'il faut mettre les doubles crochets, enfin quand on le fait pas tout le temps, on se pose des questions, et je me dis d'avoir quelque chose qui se rapproche des langages contemporains, type ECMAScript en l'occurrence, je me dis ça peut être intéressant. Donc si vous avez des retours d'expérience sur Amber, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, donc je mets le lien, n'hésitez pas. Je remercie en passant le collègue qui avait partagé le lien là, sur le Slack de Whiskel. Ça fait plaisir de voir des initiatives comme ça. On verra ce que ça donne, hein. Mais... Ensuite, un article qui m'a intéressé. Alors, c'est assez intéressant. Donc, on est là dans la Sécu, en l'occurrence. Et donc, c'est un article sur le fait que un chercheur chez Snyk, donc Snyk, la société très connue qui fait des analyses de vulnérabilité sur les attaques de supply chain, sur les images de conteneurs, etc. Donc voilà, dans le scan d'une manière générale, aurait déployé des paquets NPM, donc de Node, malicieux, autour des dépendances qui tournent autour de cursor.com. Donc cursor.com, le fameux IDE avec IA intégré, etc. Et donc voilà, donc là, les paquets, effectivement, qui ressemblent à du curseur quelque chose, tac, tac, tac. Et donc voilà, donc c'est un article qui parle de ça, qui dit voilà, il s'est passé ça. Donc en analysant, on a vu que c'était quelqu'un de Snyk. Et effectivement, on retrouve dans le code qui essaie d'être partagé, salut Zero Skill, dans le code qui est partagé, un truc tout bête qui va poster des variables d'environnement, de l'environnement d'installation, etc. Et donc avec de la donnée qui serait exfiltrée, etc. etc. Donc désigné comme étant malicieux, parce que ça fait pas du tout ce qu'on s'attend à ce que ça fasse côté cursor. Et donc quand on cherche qui, bah, en creusant, on arrive sur l'adresse email de quelqu'un de chez Snyk. Voilà. Donc ça a été rédacté dans la capture, mais je pense que vous le voyez bien. Et en fait, en contactant, il se trouve, et c'est là le truc qui est assez drôle justement, il se trouve que c'est admis en fait. Ils essayaient, donc c'est un article de Snyk que je vous partagerai après là, c'est un article de Snyk qui dit bah, on a essayé de voir, parce qu'en fait on fait le Snyk Security Lab Research Team, ils font voilà pour essayer de voir est-ce que Cursor serait susceptible de se faire attaquer au niveau de la supply chain, etc. Donc c'est vraiment un test a priori qu'ils ont voulu faire pour justement aller tatouiller un petit peu les procédures de sécurité de Cursor, etc. Et bah, en fait finalement non, pas de dependency confusion du côté de Cursor. Il n'y a pas eu de données sensibles qui a pété, etc. Donc voilà, ça fait partie des initiatives de Snyk, un petit peu en mode grey hat, comme on dit, hein, parce que white hat, ce sont les hackers qui sont voilà, plutôt du bon côté de la barrière, bon, plutôt Snyk, hein, on va dire quand même. Les black hats, ça, ce sont ceux qui sont vraiment des enfoirés qui essayent de pirater tout et pour leur propre gain. Et Snyk, là, marche un petit peu sur la ligne grise parce qu'ils n'ont pas été vraiment transparents au début. Et c'est quand ils se sont fait gauler que. Parce qu'a priori, c'est ça, hein, la chronologie. Si on reprend l'article, voilà, il y a eu effectivement, des réactions derrière. Donc, quand ils se sont fait gauler, ils ont sorti un article pour dire non, non, mais en fait, c'était voulu. On testait une tentative de dependency confusion attack autour de Cursor. Très intéressant pour le coup, parce que ça montre que bah déjà voilà, il y a des initiatives comme ça qui se font. Un peu touchy, le fait de se dire on attend de se faire gauler pour poster un article de blog, c'est un petit peu... alors bien évidemment c'est pas malicieux, je pense pas que ça vienne d'une mauvaise intention, mais bon, on va dire que c'est un peu comme un vaccin, quoi. On tente, on met une petite dose d'un truc qui est un peu touchy, et puis on voit comment la communauté réagit, comment Cursor réagit. Intéressant, pour le coup intéressant, parce que je me dis, ben, ça peut peut-être se faire, et puis il vaut mieux que ce soit Snyk qui le fasse que ce soit d'autres qui soient beaucoup plus mal intentionnés, n'est-ce pas? Alors, dernier lien, ouais, dernier lien. Prototyping in Rust. Alors, j'aime bien cet article, je vais monter un peu parce qu'il y a le chat. J'aime bien cet article parce que il traite d'un sujet que je trouve assez intéressant d'un point de vue méta, c'est la difficulté d'utiliser un langage
et surtout la difficulté d'accélérer avec un langage. Une des critiques régulières que je vois autour de Rust en l'occurrence, c'est vrai que ça s'applique en particulier à Rust, c'est justement la difficulté de prototyper. Dit autrement, c'est la difficulté de ship out du code et de délivrer. Parce que Rust c'est compliqué, parce qu'il y a le borrow checker, parce qu'il y a des types et que c'est voilà et que on peut pas faire soit n'importe quoi comme on veut en Python, soit d'être très productif avec des primitives relativement simples, voire des fois simplistes comme ça peut aller côté Go, ce genre de choses. Et Rust serait dans une espèce d'entre-deux très compliqué, qui fait que c'est difficile de prototyper. Du moins, on ne peut pas prototyper aussi rapidement qu'en Rust qu'avec d'autres langages. Du moins, c'est la thèse un petit peu communément partagée. Et cet article-là que j'aime beaucoup, ah, je vois que j'ai pas partagé les sneaks, je vais les partager en même temps, comme je peux continuer à parler. Oui, j'ai partagé Ember. Et effectivement, moi je suis relativement pas d'accord avec ça, forcément, pas parce que je fais du Rust, mais la raison pour laquelle moi je fais du Rust, au-delà du fait de performance, low level, etc., et de safety, et salut Benji, la raison pour laquelle moi je fais du Rust, c'est que j'ai l'impression d'être plus rapide de faire du Rust qu'avec d'autres langages. Parce que il y a toutes les contraintes autour de Rust qui font que ça me cadre. Et cette idée de prototyper, elle est intéressante et elle est très creusée dans cet article, justement d'expliquer alors pourquoi Rust est mauvais, ça je viens d'en parler. Euh, voilà, et pourquoi c'est un problème d'une manière générale de prototyper, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Et d'adresser en fait l'idée de en fait prototyper, c'est développer rapidement, c'est d'arriver à shipper rapidement quelque chose, même si c'est un peu brinque-ballant, etc. Sauf qu'en fait, c'est un peu se tirer une balle dans le pied parce que je pense que tout le monde est au courant du nombre de POC qui sont partis en prod. Donc, il faut faire gaffe avec la notion de prototyper. Très souvent, on prototype, mais finalement, ça va être du code final s'il part en prod. Et d'autre part, le fait d'avoir une assise et une boucle de feedback, ça j'adore cette image-là, une boucle de feedback qui est efficace mais qui est très resserrée, ça, je trouve ça effectivement très productif. Et ça me plaît beaucoup. Et pour le coup, il avance aussi sur un certain nombre de sujets sur comment efficacement prototyper en Rust, tout en gardant bien évidemment les aspects intéressants de Rust. Et ça, j'aime bien. Ça doit faire, je pense, hurler un certain nombre de puristes, pour de bonnes raisons, hein. Parce que grosso modo, il dit, ok, si vous devez manipuler des chaînes de caractères, vous prenez pas la tête, partez sur string au début. Vous allez faire des allocations. Vous allez multiplier des allocations, oui. Par contre, en production, après, là, vous pouvez vous permettre de nettoyer et passer sur des références à des strings, plutôt que de manipuler des strings et de les dupliquer. Ça, je trouve ça extrêmement malin, en fait, cette stratégie-là. Et en fait, ça va être un peu la même pour toutes. Plutôt que d'avoir un vecteur de données contiguës, etc., qu'on va cloner, machin, 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 à la fin, on passe des références à des slices. Et j'aime beaucoup cette méthode de réflexion qui consiste à dire, on va avoir des types qui sont cohérents, structurellement forts, ok, on est capable de les identifier avec des API qui sont identifiables, etc. Par contre, quand on passe en prod, bah là on passe en mode, entre guillemets, en mode référence, parce que vous allez voir, quand même il y a des esperluettes un peu partout, c'est bien que quand on va passer en prod, on va parler de lifetime, etc. Et c'est pas grave, c'est pas un problème. Mais de commencer en se disant, on va prototyper, et donc on est sur des bases de type qui sont ce qu'elles sont, qui ont les performances qu'elles ont, et qui souvent ça suffit en termes de performance, mais first make it work, comme on dit, et ensuite de se dire, ben, on peut après se rapprocher avec des types beaucoup plus performants en prod quand c'est nécessaire en termes de performance. Moi, je trouve ça super sympa. Et l'article, en fait, creuse un tas de choses par rapport à ça, sur le fait que on peut être très très light en termes de production de code sur Rust, et des fois d'aller à l'encontre de certaines conventions. Ça, par exemple, je sais que Clippy a une règle par défaut qui décourage le fait d'utiliser les unwraps. Mais encore une fois, c'est décourager, c'est pas interdire. Et it's okay to use unwrap. Et ça, je suis assez d'accord, hein. Moi, je mets des expecs. Bon, c'est pas forcément mieux. Mais l'idée, c'est de se dire que. Ah bah oui, c'est vrai, il le marque là. Et c'est vrai que c'est pas grave, parce qu'au début, on va voir beaucoup d'options, des results, etc. C'est pas grave de faire de l'unwrap. Parce que vous êtes en train de prototyper. Donc Rust le permet, donc finalement, c'est pas forcément un problème, hein. Bon, le support IDE, Bacon, tout ça, bon, ça, j'en parle pas. Cargo script. Et ouais, j'aime beaucoup ça, le Don't worry about performance. C'est à la fois un bon et un mauvais conseil, bien évidemment. Mais oui,
on a tendance à faire de l'optimisation prématurée. Rappelle que c'est la racine de tout le mal, de faire de l'optimisation prématurée, mais dans tous les domaines, hein, d'ailleurs, dans toutes les couches. Mais oui, je suis assez d'accord avec ça. Et des fois, il faut s'en préoccuper, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, bien évidemment, mais il y aura toujours le temps de, il y aura toujours le temps d'optimiser. Enfin bref, un bon petit article avec notamment toute une partie qui va parler à ceux qui font du Type-Driven Development, donc Bibi en particulier. C'est pour ça que je fais du Rust à la base, parce que j'adore ça, le Type-Driven Development. Et le fait de me dire, et vous avez dû me voir le faire hein, sur l'AOC, je pense les types dans leur usage, dans ce qu'ils vont faire, etc. Mais je passe un temps assez considérable à penser aux types et à penser aux contraintes qu'il y a autour des types. Ah oui, d'accord, effectivement, oui, bien sûr. Bien sûr, voilà, donc on se retrouve avec les fameux guard clause avec des is qu'on a croisés bien trop souvent dans bien trop de langages et dans bien trop de configurations. Et l'idée, c'est de se dire, non, on va se permettre justement de faire des refactors rapides, d'où l'intérêt, il y a tout un paragraphe sur l'IDE, et je suis totalement d'accord avec ça, d'où l'intérêt d'avoir un IDE ou un éditeur, hein, NeoVim by the way, qui soit justement en capacité de modifier le code. Et je pense que c'est ça l'une des leçons les plus importantes avec le prototypage, c'est le fait de se dire on a tout ce qu'il faut normalement pour éditer notre code suffisamment régulièrement pour que on ne se prenne pas la tête quand on prototype à vraiment s'attarder sur le langage. Si on est dans un écosystème Rust, si on voit qu'on veut faire du Rust et que voilà, on est dans ce domaine-là, il n'y a pas à se limiter de se dire il ne faut pas le faire en Rust, quoi. Unreachable, c'est super sympa. Notamment pour le fait de dire ce cas-là n'est pas censé arriver. Par exemple, un humain n'a pas plus de 150 ans. Ça, c'est marrant, ça. J'aime bien. Si vous arrivez là-dedans, c'est que vos préconditions sont pas bonnes. Enfin voilà, il y a plein de trucs, certes pour les invariants. Enfin voilà, il y a plein de conseils. C'est un très très bon. J'aime beaucoup le Avoid Lifetime Until You Need Them. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. Les gens ont très vite peur et puis ça crée des mèmes autour de Rust. Les lifetime vous empêchent de bosser, etc. Faites attention aux takes éclatés au sol. Renseignez-vous et vous verrez que c'est pas si mal que ça. Ok, bon voilà, je vous partage l'article. Très très long, très très dense. Non, c'était ça que je voulais faire. Mais vraiment super sympa. Et voilà, ça fait un petit peu le tour de ce dont je voulais vous parler. Ouais, Sens critique, Rustfinity, Ember, Sneak, prototyping in Rust. Voilà. Alors, je vais boire un petit coup et on va passer, bien évidemment, à notre Advent of Code. Je vais le ramener là. Tac. Comme ça, en plus, il est déjà là et on va pouvoir se remettre dans le bain. Hop. Je vais faire ça, oui, on va le garder là, et je vais switcher sur le code. Hop, Zwinks, voilà. Hop là, tac. Donc, on est mieux, hop, je me balade. Trop d'écran, Stéphane, il n'arrive pas à gérer quand il y a trop d'écran. Vous-même, vous savez. Voilà, et là, on retourne là-dessus, et là, on est bien. Ok, alors, on va bien se remettre... non. On va pas dans le téléchargement, non, je voulais juste 2024, c'était bien ça. VI, non, VI SRC mainRS, ouais. Et puis là, bah non, forcément, voilà, il va pas vouloir. Et donc, cargo test, et voilà. Et on va laisser Rust Analyzer se mettre à jour en arrière-plan. On va revenir un petit peu sur l'article. Donc, Day 12. On est toujours avec nos petites histoires de peau. On a réussi à délimiter les régions. On va faire comme ça. On a réussi à délimiter les régions. On a réussi à calculer leur surface. Et là, il faut calculer leur périmètre. Je vais commencer par un gros mea culpa. Et ça va me permettre de faire un commentaire là aussi. C'est important de savoir lire. Voilà, parce que jeudi dernier, je devais être très fatigué, ou je devais aller vouloir très vite, et puis je pense que j'étais un peu stressé par mes problèmes de micro. Alors, je vais expliquer pourquoi. Parce que j'étais parti avec les histoires de plus et de moins, à essayer de compter des trucs, etc. Je suis même allé... je vais vous le montrer. Parce que je vous l'ai dit la dernière fois, il faut écrire régulièrement. J'ai mon calepin Whiskel là, que je traîne pour noter tout un tas de choses, etc. Et je me suis dit à un moment donné, je vais dessiner. Et alors, je vais voir si j'arrive à le... Voilà. Et j'ai commencé à dessiner tous ces trucs-là. Voilà. Vous voyez, toutes les combinaisons pour voir combien je devais attendre, etc. Regarder mes cas, et puis essayer de regarder le pattern.
Et je me suis dit, hop, là, je suis parti dans des formules, etc., de me dire, ok, donc quand je suis dans cette config-là, il se passe ça, etc. Je creuse, je creuse, je creuse. Et puis à un moment donné, je me dis, bon, je vais quand même relire, hein, relire, dans le doute, toujours relire, toujours relire. Et j'étais à côté de la plaque, dans ma compréhension de ce qui était attendu pour le périmètre. C'est ballot, hein. Parce qu'en fait, quand on lit bien, quand on lit avec le doigt, et je pense qu'on peut faire l'exercice, et on va faire l'exercice, parce que des fois on se moque des streamers, ça m'était arrivé, je sais que Prime il se prend pas mal là-dessus sur sa compréhension, puisqu'il a quand même une dyslexie, ce qui est donc pas très gentil de se moquer de quelqu'un qui est dyslexique, mais même au-delà de ça. On va le faire. Ah, donc la aria, bon, on l'a fait, on l'a calculé, ça y a pas de souci, je reviens pas dessus. Et ensuite, voilà ce qui se passe. Each garden plot is a square, ok, and so a four sides. Donc mes histoires de compter des plus, etc. Alors là, aux fraises, hein, c'est pas du tout ça qui est demandé. Je continue. The perimeter of a region is the number of sides of garden plots in a region that do not touch another garden plot in the same region. Ok. Et donc, par traduction, toujours dans la démarche d'explication de l'Advent of Code, the type A and C plants, ok, donc A et C, are each in a region with perimeter 10. Et je me souviens distinctement que quand j'avais fait la dernière fois, j'avais dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fois 2, 18 et 2, 20. Enfin, j'étais parti en total drift par rapport à ça. Et là, je me suis dit, ok, je ne sais pas de quoi je parle. Et je me suis dit que c'est quoi ce 10? Bah oui, four sides. Et là, je me suis dit, ok, en fait, c'est les tirer les pipes. 1, 2, 3, 4, fois 2, 8, 9, 10. Et là, je fais, ah, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et pour confirmer ça, ben, justement, l'article, enfin, la description, l'histoire est bien écrite. Et on dit quoi? The type B and E plants are each in a region with perimeter 8. Et oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de l'autre côté. Et eux, 3, 6, 8, forcément. Et le D qui est tout seul, bah, il n'a pas 8 autour de lui, il a juste 4. 1, 2, 3, 4. Et c'est là que j'ai compris. C'est là que j'ai compris à quel point j'étais à l'ouest, et tout ce que j'avais dessiné, etc., bah, c'était très joli, c'était très, voilà, j'avais pris du temps, etc., pendant que je mangeais mon goûter là, mais c'était aux fraises. Et là, effectivement, je veux bien insister là-dessus, parce que très souvent, et ça rejoint une conversation qu'on avait eue au taf aujourd'hui, très souvent on part dans l'implémentation technique, parce qu'on adore ça, parce qu'on est des devs, parce qu'on a les claviers split, on a NeoVim, etc., et puis qu'on est très intelligent et qu'on a Rust et tout, et en fait on est aux fraises. Voilà, parce qu'on n'a pas lu l'énoncé correctement. Et c'est un exercice d'humilité, j'en parle parce que c'est pas forcément agréable, mais j'en parle parce que c'est important. Et le fait d'aller comprendre le besoin, parce que c'est ce qu'il disait dans sa conf de l'Advent of Code, en fait on est sur une spécification client, on essaye d'implémenter l'algorithme, etc., pour satisfaire à ça, et ensuite on va se faire twister avec la part 2, mais ça reste quand même un énoncé de spécification client. Donc si on arrive et qu'on a construit un carré alors qu'on nous demandait un rond, ou un octogone, c'est pas ce qui était attendu, quoi. Ok? Donc, et puis en plus, il insiste sur le sujet derrière en disant on parle des tirets et des pipes et pas des plus. Celui-là, il est plus intéressant, notamment. On rejoint sur le même truc, mais alors je regarde s'il parle du périmètre. Voilà, c'est ça. Nanana. Donc il y a bien 21 types O, hein, pas besoin de les compter, mais vous pouvez faire confiance. Et is bound with x compared to additional 4. Oui, parce que chaque x va créer donc 4, un périmètre de 4 pour les O à l'intérieur. Et donc le périmètre des O, il est à 36. Donc ça c'est bien, ça nous fait un autre cas à tester. Et puis après, on parle du prix, etc. Ça ne nous intéresse plus. Après, il y a des calculs où ils donnent justement le périmètre des différentes régions. Donc ça nous permettra aussi de voir est-ce que les surfaces, etc. sont intéressantes. Par exemple, là, les I, les I, il y a 8, parce qu'effectivement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est un cas qu'on a vu avec les B au-dessus. Mais il y en a d'autres qui sont un peu plus torturés. Donc si jamais on n'y arrive pas, on pourra sélectivement regarder chaque région, R, I, V, etc. et s'assurer qu'on a bien calculé l'aire et le périmètre pour chacune d'entre elles. Donc là, comme je disais la dernière fois, on a pas mal. Ok. Bon. Là, cette fois, on est un peu plus clair sur ce qu'on voulait faire. On va y aller. Donc, on va y aller. On va y aller, ça veut dire quoi?
Ah, je regarde en même temps si tout se passe bien là-bas. Alors, on va y aller. Ça veut dire quoi? Périmètre. Alors, donc, eh ben, on va garder... Ouais, bon, on garde les commentaires là, je ne sais pas si ça m'aidera pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a dit? Ah oui, donc là, on va plus regarder les diagonales, etc. Ça ne nous intéresse plus, ça. Donc ça, on veut plus le voir. Ça, on veut plus le voir. Et ça, on veut plus le voir. Et ça, on veut plus le voir. On veut s'intéresser uniquement à la ligne du dessus, la gauche, la droite, la ligne du dessous. Voilà, ça, ce sont mes 4 neighbors que je vais regarder. Et sur chacun de ces neighbors, est-ce que j'ai besoin de me prendre la tête à faire une liste? Ah oui, parce que je voulais faire comme ça. Ok. C'est quoi le message d'erreur? Parce que pour le coup, ça plante, mais je sais pas quoi. No method name insert for perimeter. Ah bah oui, parce que je l'ai muté en 0. C'est vrai que je me suis arrêté un petit peu à l'arrache la dernière fois. Et donc, je vais regarder donc les neighbors et je veux savoir si le neighbor c'est la même plante que ma région. Parce que si c'est pas la même plante, c'est une autre plante, c'est une autre région, ça n'a pas d'intérêt. Donc, neighbor c'est quoi? C'est des coordonnées. Map neighbor is none. Pourquoi is none? Attends, je regarde les voisins. Iter, filter. Ah oui, faut qu'il soit sur la carte. Bah oui, si on passe sur des coordonnées négatives, comme on avait vu, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, pour chaque neighbor qui a vraiment des coordonnées, machin, etc., map.get neighbor is none. Ouais, mais j'aurais voulu récupérer ce qu'il y a dedans, en fait. Je peux pas juste faire un map. Non, un filter map. Ah, c'était la dernière fois, je m'étais battu là-dessus. Je m'étais battu là-dessus parce que j'avais le is none. Ah, c'était ça. Et donc là, en fait, j'ai un char. Oui, parce que en fait, la coordonnée du neighbor, en fait, je m'en fous. Je veux juste savoir. En fait, même, je veux même aller plus loin. Parce que là, en fait, j'ai un char. Donc là, je vais faire un if euh, neighbor. Le mec qui va arriver à écrire neighbor correctement un jour. C'est égal à region plant, puisque je l'avais fait. Voilà, c'est ça. J'avais fait un truc comme ça. Et là, je vais faire périmètre plus égal à 1. Je vais l'incrémenter. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais décrémenter. En fait, je vais partir de 4 à chaque fois. Ouais, je vais faire ça. Donc, ah oui, ok. Donc, on va mettre current perimeter. Current perimeter, ça va être le périmètre autour de la cellule que je suis en train de regarder, quoi. Du XY de la région. Donc, current perimeter, on va partir à 4, si jamais il est tout seul. Et donc, on va enlever à 1 pour chaque voisin qui correspond à sa région. On avait dit -1, -1, -1. Voilà. Donc, c'est current perimeter. Voilà. Et puis après, ben, on va faire perimeter plus égal current perimeter. Attends, can I family in Discord? Oui, parce que Stéphane, il met pas de lettres. Voilà. Stéphane, je sais pas dans quel langage il code là. Ah, il n'est pas mutable, donc on va la rendre mutable. Et elle est mutable. Ok. Bon. Get perimeter. Alors, on va faire un cargo test. Hein. J'en suis où? Failed. Et oui, parce que D, on pensait qu'il fallait 8. Alors qu'il ne faut pas 8. Il faut 4. Voilà. Et get perimeter duo. Alors, quand on est en duo, c'est combien? Parce que là, je préfère revérifier à chaque fois. On n'a pas de duo. Ah oui, c'était moi qui avais mis ce cas-là. Donc, si on est sur un duo, ok. Donc, on va avoir... Ah ben, je l'avais mis, je crois, là. Voilà. Si on est dans sa duo, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6. Ouais. Et right 12. Ah bah oui, 6. Non, 6, c'est ce qu'on a eu. Stéphanie, triple check pour être sûr. Voilà. Donc là, effectivement, on est bon. Ensuite, on passe à notre not so simple. Not so simple. Là, on veut tester voilà, que la région A a 20, sauf que c'est pas 20 qu'on s'attend pour A. Comme il est dit dans l'énoncé, le type A, il a comme pour périmètre 10.
hein, c'est bien la bonne ligne. Ok. Donc, est-ce qu'on est à 10? Bon, je vais quand même mettre une erreur parce que ça m'énerve que tout soit vert tout le temps. Ouais, ok, c'est bon. Ok. Donc, on est bien à 10. On va faire toutes les autres d'un coup pour voir. Oui, c'est vrai que j'avais changé la signature. Non, ça suffit pas. Il faut que je refasse mon et map région. Point. Ça, c'est super pratique dans NeoVim. Vous faites une action, hein, je la refais. Hein. Vous faites une action. Là, par exemple, j'ajoute, parce que je vois bien que là, en fait, il faut que je rajoute et map, virgule, espace avant mon région. Donc, je fais insert, je fais et map, virgule, espace. OK. Donc, exactement ce que je veux faire. Donc là, j'ai effectué une action. Et dans NeoVim, en fait, quand on appuie sur point, on répète l'action qu'on vient de faire. Donc, je me mets là, je fais point, il refait, insert, et map, espace, région. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. C'est peut-être pas très opti là, mais des fois, quand vous faites des trucs super compliqués en termes d'insertion, vous allez à un autre endroit, vous faites point, pum, point, pum. Ça, c'est patate. Alors, A, on a dit 10. OK. B et E sont à 8. Ah oui, A et C sont à 10. Donc A, B, C, B et E sont à 8. B, 8. A, B, C, D, E, 8. OK. Et D est à 1. D est à 1. Non, D n'est pas 1. D, il est tout seul, donc il est à 4. Voilà. Alors. Oh, ça marche. Fuck. Je pensais que j'aurais au moins une erreur. Non, c'est ça. Bon, bah, je pense qu'on est plutôt bien parti. Et on va pouvoir contrôler pour le OX. Alors, on va faire un autre truc qu'on peut faire en NeoVim. Comme ça me permet de faire ça. Je vais faire CTRL pour passer en bloc, en sélection en forme de bloc. Voilà. Je vais sélectionner tout ça. Et je vais faire un... Non, qu'est-ce que je fais d'habitude? Je fais un A? Non, je fais un C en fait. Oui, je fais un C. Et map, virgule, espace. Et en fait, sur tout le bloc, ça va me faire l'action que je viens de faire. Ah oui, oui, tout à fait, parce que j'avais dû changer. Hein. J'avais fait sortir le map from. Ok, MA, VI, hop, C, et map. Et là, j'ai fait un let map égale ça, ça. Voilà. Et comme j'aime pas du tout ça, je vais le virer encore une fois avec un CTRL V. Voilà. J'aime bien. Alors, où est-ce qu'on en est? On en est à un nanana. Et donc, on s'attend à quoi? On s'attend à ce que notre région avec les hauts, il y a un périmètre de... Alors, pas 21 pour le coup. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Non, c'est que la surface fait... Ouais, c'est parce qu'on a du copier-coller. Donc, la surface fait 21 parce qu'il y a 21 cases hauts. Nanana, c'est 36. Oui. Oui, puisque chaque X va rajouter un 4 au périmètre de 20. Ok. 36. Et donc chaque X a pour périmètre 4 puisqu'ils sont tout seuls. Périmètre intertwine. Oui, il est là. Ok, je vais mettre un 5 juste pour me rassurer, TDD, etc. Mais c'est effectivement bon. Ok, bon, ben on a l'air d'être bien parti là. Donc on a calculé les périmètres. Donc on n'a pas encore calculé les périmètres de la région compliquée, mais a priori pour l'instant on n'en a pas besoin. On a traité tous les cas un petit peu basiques, donc si ça se trouve, tout va bien. Donc on va passer à la dernière fonction, hein, puisque on a la surface, on a le périmètre, et l'idée c'est de calculer le prix. Et je peux vous dire que là on va lire plusieurs fois l'énoncé, histoire de bien être sûr. Donc on va quand même se poser la question de... alors comment ils appellent ça? Non, fence price, ok, donc calc fence price. On va demander une région, donc une référence vers une région, et il est censé cracher un usize, j'imagine. Donc, comme pour le périmètre, on va partir avec un truc à 0, hein, tout bête. On va mettre notre test, donc c'était quoi? C'était get perimeter, c'est ça? Hop, on va renommer get perimeter en calc
fence price. Je vais y arriver à taper un jour. OK. Et effectivement, il n'y a pas besoin de faire un emap derrière. Je regarde un petit peu la signature, mais j'ai dt hop. S. Donc là, j'ai fait un dt esperluette pour supprimer de là du curseur jusqu'à l'autre esperluette. Maintenant, je vais pouvoir faire point et répéter la même chose. OK. Donc là, je vais aller sur... alors, je suis en hop. Voilà, je vais mettre là, je vais faire point, 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 point. J'ai cherché avec slash la chaîne qui m'intéresse. Avec n, je vais au next, next, next. Puis à chaque fois, je fais point pour répéter l'action. Donc quand vous commencez à faire un petit peu de NeoVim, ouais, ce genre de truc, il est assez sympa. Bon, alors, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas ce total-là. On va commencer par les cas élémentaires, comme d'habitude, hein, dans une approche purement TDD. Duo va attendre un peu. Hop. Et poète, 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 solo. Voilà. C'est quoi le fence price de cette région-là? Donc, c'est là que on va relire. Due to modern. Et j'aime beaucoup le modern avec les guillemets. Moi, j'en mets dans mes confs justement, parce que j'aime bien attaquer l'idée que tout ce qui est moderne, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, tout ce qui est moderne n'est pas forcément meilleur. Alors, due to modern business practices, the price of fence, required for a region is found by multiplying that region's area by its perimeter. Donc ça a l'air d'être vraiment surface fois périmètre. The total price of fencing or region is found by adding together the price of fence for every region of the map. OK. Donc on reprend notre région A. Il y a 4 A et un périmètre de 10, ça fait 40. B machin, C machin, E machin. Le total price, c'est 40 plus 32 plus 40 plus 4 plus 24. 40 et 40, 80. OK. 104, 108, 140. OK. Bon. Ça a l'air d'être relativement simple. Je vais faire ça comme ça. Alors je regarde, in the second example region, we dit all the experience price 756, parce qu'il y a 21 hauts et un périmètre de 36, comme on l'a vu. Et chaque X est tout seul, et il a un périmètre de 4, 4. Donc non, effectivement, ça a l'air d'être vraiment la somme. Il n'y a pas l'air d'y avoir de piège. Ok. Je suis un peu traumatisé, donc des fois, on a tendance à se... Hein, voilà, donc quand on est tout seul, on a 1 en termes de surface et 4 en termes de périmètre. Donc je suis censé tomber sur 4. Or, cargo de nuit, cargo test, on n'est pas bon, puisque pour l'instant j'envoie 0. Donc, je vais faire quoi? Je vais faire get area de region plus fois, pardon. Putain, le mec il va réussir à se tromper là-dessus, quoi. Get perimeter. Ah, faut que je passe la référence de la map. Ah oui, sinon je peux pas calculer. Est-ce que j'ai besoin... Ah oui, parce que j'ai besoin d'aller voir les voisins dans la map. Ok. Bon. Qui c'est qui vient de gagner le droit de remettre emap dans tous les appels de calc fence price? Alors, je vais peut-être pouvoir gruger. Est-ce que je peux gruger? Ouais, si, je peux gruger. On va essayer d'être plus intelligent qu'on ne l'est. Des fois, ça aide. Alors, je vais prendre tout ce qui est comme ça, avec un CE devant pour être que sur price. Et je vais remplacer ça par CE et map, virgule, et. Ah oui, il faut échapper parce que l'esperluette a un sens. Donc en utilisant la substitution dans Vim. Ok, classe. Ok, donc là j'ai remis mon emap. Parce qu'il en a besoin pour get perimeter. Pas sûr que ce soit très très propre ça, mais bon, pour l'instant ça fait le taf. On n'utilise pas encore calc fence price, mais c'est pas très grave. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon main? Ah oui, getRegionMap.len. Bon, c'est pas très grave. Ok, alors, est-ce que ça calcule? Ça calcule. Bon. Est-ce que ça marche pour un duo? Sur un duo, on a dit quoi? Il y en a 2 et il y a 6 de périmètre. Donc on s'attend à 12. On va aller relativement rapidement là-dessus parce que je pense que vu la simplicité du code, on est plutôt pas mal. Ça sera peut-être important pour la suite. Alors, ça, ils nous ont donné la réponse. C'était 40. Il y a 4B, donc 4 x 8, 32. Il y a A, B, C. D, il est tout seul, donc c'est 4. Et 3 x 8, 24.
Ok, je sais encore compter. Comme quoi, tout est possible. Et concernant nos hauts, donc on se retrouve avec... alors là, je vais tricher un peu, parce que Léo, il l'avait dit. 756. Ok. 756. Et les 4. Cargo test, ça marche. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, on va faire le fold. Parce que l'idée derrière, c'est de se dire qu'on va calculer, donc pour chaque ligne, le price, le fence price, et on va sommer tout ça, et donc on veut un total price ici à 1930. Et là, ce qui va être intéressant, je vais nettoyer un peu les cas de test, parce que les solos, duos, etc., ça ne nous aide pas beaucoup par rapport au cas un peu velus. Donc pas que ça pollue le code. Après, voilà, les lignes, elles sont là, elles dérangent personne. Mais on va faire le fold de tout ça. Donc un bon petit reduce. Alors, ça va être quoi? Ça va être fold, donc map de point et map. Et c'est tout, puisqu'en fait, on va faire sur toute la map. Et c'est censé nous renvoyer un usize. Jusqu'ici, tout va bien. Oui, on va faire directement le map, et puis on va faire let regions est égal à get regions de map. Ouais, merci tab9. Voilà. Et ensuite, on va faire regions.iter. Donc, on va en faire un itérateur, parce que là, on va vraiment fold dessus. Et on va reduce. Reducing opération, itérateur is empty. C'est hack,e, parce que si jamais il y a des parenthèses autour de hack,e. Ok. Ok. Et donc, hack,e. Et donc, on va faire quoi avec tout ce bazar? Et bien, on va faire hack plus, en sachant que E, c'est une région, hein, on est d'accord. Hack plus get fence. Hein? Ah non, c'est calc, pardon. Calc fence price, map. Ouais, on va l'appeler région parce que... Non. Oui, c'est ça, c'est bien avec de region. C'est marrant parce que ah ouais, c'est parce que j'ai fait un type alias. Oh. Ah ouais. Si j'avais fait un new type, il n'aurait pas cette tronche-là. Ah ouais. C'est parce que j'ai fait un type alias qui m'affiche pas un vec de région après, mais qui m'affiche un vec de chord. Et comme chord est lui-même un type alias, c'est pour ça qu'il m'affiche un vec de e-size. Ah oui, j'avais même pas vu que sur le sur l'inférence, ça se transcrivait là-dessus. Ok. Today I learned. Aja, aujourd'hui j'ai appris. Ok. Donc région, machin, 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 machin. Ok. Ok. Et on renvoie ça. Et il n'est pas d'accord. Type usize hack. Mais oui, attends, mais comment je fais mon reduce là? Attends, je fais ça comment? Parce que une single one. Bah oui, mais non, mais je vais sommer après. Oh là là, non, non, mais c'est complètement con ce que je viens de faire. Mais oui, c'est. Le mec est tellement ciblé sur un reduce. Mais c'est pas du tout ça que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est que pour chacune des régions, je veux calculer son fence price. Et après, je veux tout simplement sommer tout ce monde-là. Voilà. Et toi, bah oui, toi, tu es un M majuscule, pas te, ce qui est un struct. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc, on va tester ce bazar. Hein, parce que... Oui, j'ai écrit la fonction avant d'écrire le test. Siumi. Hop. Alors, S. Non, je vais y arriver. Alors, calc fence price, donc ça va devenir fold. Ok. Et oui, tout à fait. Maintenant, on fait un fold sur une map. Donc, tout ça n'a plus d'importance. Je nettoie, hein, parce que comme la signature de fold, c'est juste la map, ça sert à rien de se trimballer tout ça. Et il n'est pas d'accord.
Et donc, bien évidemment, ça ne sert plus à rien de déterminer les régions, puisqu'on fait ça à l'intérieur du fold. Et puis toi aussi. Comment on est là? On est pas mal, hein? On est pas mal. Alors. Donc on récupère les régions. Voilà, donc on fait ça et puis après on va faire un iter dessus. Donc en fait, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une variable, hein. Comme je dis souvent, les variables à usage unique, ça sert à rien, autant les dégager. Je suis même surpris d'ailleurs que Clippy ne me reprenne pas là-dessus, mais c'est peut-être accepté. Et ensuite, on va aller désactiver les types un par un, parce que ça on adore. Ok. Cargo test. Ça marche. Bah, tout à fait comme ça que ça marche. Bon, après, folder sur le cas élémentaire, on sait que la surface est de 1 et que le périmètre est de 4. Forcément, il n'y a qu'une ligne. C'est pas bien intéressant. Vous savez quoi? J'ai même la virée, celle-là. Parce que là, pour le coup, le fold, quand il n'y a qu'une région, c'est vraiment tout pourri. Donc, pour le duo, c'est bon. Le not so simple. Donc là, en fait, il n'y a qu'une seule bonne réponse. Parce que là, c'est le total. Et la seule bonne réponse, c'est celle qui nous est donnée au-dessus. On peut être un peu bête et méchant, mais on va la revoir. C'était marqué 140. Et ben, je vais faire exprès, je vais mettre 139. Voilà, j'aime bien quand ça pète un peu de temps en temps, mais on a bien 140 à gauche. Ok. Ok. On va quand même le relancer par acquis de conscience, TDD. Et le intertwined, vous voyez, on n'a pas encore le gros K, on va le rajouter après. Et le intertwined, donc avec nos O et nos X, nanana, il nous dit 772. Donc là, on peut commencer à être bête et méchant, parce que de toute façon, il va falloir être bête et méchant pour le vrai cas, le cas de prod. On n'a pas fait le cas de prod jusqu'à maintenant. Donc voilà, cargo test, ça passe. Je fais avec un petit 1, histoire que le test y plante quand même. On est bien sur 772. Ok, et donc là, on va pouvoir attaquer des ZT final. Parce que ça, une fois qu'on a passé cette L-là, eh ben, il n'y a plus de... Voilà. Et ce bestiau-là, donc à la limite, je ne regarde même pas les trucs intermédiaires, je la regarderai si j'ai des soucis, mais c'est censé cracher 1930. Ah, bon, alors, tu peux planter juste une fois, histoire que j'ai un truc à dire. Ok, 1930. Ok. Et là, bah, on va utiliser notre fold, parce qu'on avait fait un get region de map, etc. Voilà. Donc là, on va faire un fold de emap. Voilà. Et là, en fait, tout est utilisé dans notre code. Il n'y a plus de warning, là. Je vais à la fin, etc. Tiens. Ma syntaxe a bugué. Pourquoi? Ça m'arrive des fois, ça, j'avoue. Ok. Donc là, on va voir notre fameux asset input. Alors, ce que ça donne. Oui, alors on va enlever les debugs parce que ça a tendance à annoncer des println. Donc ça, je le garde celui-là. Oui, on peut faire ça. Ouais, si, on va faire ça. Que le truc après, c'est que le terminal doit tenir, etc. Le temps d'exécution, c'est pas vraiment le temps d'exécution dans ces cas-là. Alors, on est à quoi? On a ce résultat-là. Ok. Et là, c'est le moment que je préfère dans l'Advent of Code. C'est le moment où après, on a fait quoi? On a fait 3, 4 sessions? Je sais plus. Bon, en tout cas, on a passé un peu de temps sur ce sujet-là. Ah, voilà, aller, venir, hésiter, etc. Alors que, je vous rappelle, hein, je vais revenir quand même au début, la première fois que j'ai lu l'article, etc., pour vous présenter l'Advent of Code et le Day 12 en particulier, on s'est dit, alors il va falloir, il y a une map, il va falloir trouver, délimiter des régions, etc., calculer leur surface, leur périmètre. En plus, on avait drifté, enfin moi perso, on avait drifté sur le fait de déterminer les périmètres, etc. Donc, il y a du taf quand même, hein, même si certains font ça en moins d'une seconde, je sais pas quoi, etc. Nous, à notre niveau, ben voilà, étape par étape, couche par couche. Oh, that's not the right answer. Ah, ça m'était arrivé une seule fois sur l'une des étoiles jusqu'à maintenant.
Et en stream, j'ai mon deuxième plantage. That's not the right answer. Your answer is too low. Il n'y en a pas assez. Je suis censé en compter davantage. Dur. Donc ça, c'est too low. J'aime bien le mettre dans mon historique, comme ça après, je le retrouve facilement. Et je peux comparer si j'ai un autre résultat, si c'est le même ou si c'est pas le même que ce que l'avant, parce que ça sert à rien de resoumettre. Donc, on va pouvoir réfléchir un petit peu. Ce qui est assez perturbant, c'est que j'ai passé les... Ouais, 140 par 140. J'ai passé tous les tests unitaires, je les ai passés. Donc il y a un truc que j'ai pas adressé. Et c'est dommage, hein, tout était vert, etc. Et je me retrouve avec donc 13, 96, 118. Donc j'ai ce même ça. Wesh. Salut Rocco. Eh ben écoute, t'arrives au bon moment, t'arrives au moment où je me plante sur la part 1 quand je soumets. Tu vois, si c'est pas un chai en or massif, ça. Your answer is too low. Alors que j'ai passé tous les autres tests. Sadness. Qu'est-ce qui aurait pu? Est-ce que je tombe en route? Est-ce que je vais devoir regarder? Cela dit, en fait, elles sont dans le même ordre, donc je peux... Est-ce que peut-être que j'ai un plus un moins un qui font que j'ai pas les bons totaux intermédiaires, enfin les bons montants intermédiaires, mais que mon total est bon? Ça m'est arrivé une fois, donc on va d'ailleurs faire ça. GD, on va regarder ça. Donc là, on ne faisait qu'un map... ouais. Surround with parentheses. On va faire let price égale machin. On va faire un DBG en l'occurrence de price. Et on va envoyer price. Truc classique. Qu'est-ce qu'il dit? Ben non, faut pas que je fasse ça. Faut que je fasse un cargo test et que je fasse ça sur notre cas compliqué. Donc je vais lui donner un mauvais résultat, histoire que ça pète bien comme il faut. Alors, 216, 32, 392, 180, 260, 224, 234, 308, 60 et 24. Alors ça, c'est un chai en or massif, mais platine. Parce que tout est bon à ce niveau-là. Est-ce que j'ai bien récupéré le bon input? Enregistrer la cible du lien sous. Day 12. Ouais, part 1 assets, input. Enregistré, je pense pas que ça ait changé grand chose. Si je refais mon time cargo run, c'est ça, hein, 13, 13 96 118. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu le asset input. Pardon. Voilà. Le truc, c'est que j'ai pas d'indice sur le nombre de régions. Ah, c'est frustrant ça. C'est frustrant parce que au moins si ça plante sur les tests unitaires, je sais à quoi m'en tenir. À mon avis, ce qui doit se passer, c'est qu'il doit y avoir, parce que là, je vois des régions qui ont des lettres. Par exemple, là, le I, là, et on retrouve du I, là. Et à mon avis, il doit y avoir des régions qui ont la même lettre et qui doivent être... Ah non, c'est pas possible qu'elles soient connexes. Parce que si elles sont connexes, elles font partie de la même région. Parce que s'il y a des régions toutes seules, ça on sait gérer. Des régions toutes seules, ça on sait gérer. Est-ce que c'est la forme des régions qui pose problème? Moi, ce qui me fait peur, c'est que si par exemple on est avec des W là et qu'il y a un W là, mais je ne le contrôle pas puisque je contrôle que les trucs en haut à gauche. Je fais plus de contrôle sur les diagonales. Ok, est-ce que c'est la délimitation de mes régions qui pose problème? Parce qu'il y a des trucs un petit peu alambiqués là. Donc ça, c'est une deuxième hypothèse.
Oui, on a des trucs classiques avec des haches qui traînent, etc. J'essaie de voir s'il y a un truc qui me saute à l'œil, puisque il n'y a pas forcément de... Ouais, là, on a un X, un X et un X, mais enfin, je veux dire, le C était pas mal non plus. Pouette, pouette, pouette. Non, il n'y a rien de vraiment... On peut avoir une région à l'intérieur d'une autre, mais de toute façon, ça n'augure rien. Ça n'augure rien. Là, par exemple, on a du B. On a les R qui sont là. Hmm. Là, on a un R qui est là. Là, par exemple, on a un R qui est là et on a les R qui sont là. Mais c'est suffisamment loin pour qu'on ne se pose pas la question. Ok, bon. Je vais voir si j'ai des usual suspects qui pourraient expliquer ça. Honnêtement, j'en ai aucune idée, mais on va voir. Alors, est-ce que c'est le fold qui peut poser problème? Qu'est-ce qui fait le fold? Il récupère les régions, il itère dessus. Pour chaque région, il va aller calculer le prix. On a vu, en termes de test unitaire, on est bon. Sachant que j'ai la liste de tous les prix là. Donc il y en a certains qui sont rock'n'roll. Je vois beaucoup de 4 parce qu'il y en a qui sont tout seuls. Il y en a peut-être qui sont peut-être curieux là-dedans. Mais le problème, c'est qu'il y avait plus de 500 régions, si je me souviens bien. Donc je ne me vois pas aller les regarder une par une. Il faudrait. Il faudrait dans l'absolu. On va essayer de voir. Donc le fold, en tout cas, il a l'air de faire ce qu'il a à faire. Et de sommer. Bon. Calc Fence Price. Jusqu'ici, tout va bien. Région et périmètre. On avait vu que notre gate périmètre, on avait bien galéré dessus. Ça, j'en ai plus besoin d'ailleurs. Alors, c'est peut-être lui qui pose problème, parce que c'est la portion de code la plus complexe. Donc, ça pourrait expliquer. Qu'est-ce qu'on a? On a un périmètre qui à la base est de 0. Ok, on va accumuler dedans, puisqu'on va faire un plus égal. Je récupère la plante de la région. Ouais. Oui, puisqu'en fait, la région 0, elle est dedans. Je vais récupérer sa plante. Et ensuite, je vais regarder tous les voisins. X, Y moins 1, X moins 1, Y, X plus 1, Y, et X, Y plus 1. Et pour chacun des voisins, je vais dire que si jamais c'est la même plante que... Ouais, je vais faire ça. Si jamais elle est sur la map et qu'elle est la même plante que celle de la région, bah donc des zones avec des trous, genre des donuts. Ouais, mais après, tu vois, avec la région avec les O et les X, on s'en était bien tiré sur ce... Il est où? Sur ce cas-là. On a bien effectivement le fait qu'on calcule chacune des régions X avec comme périmètre 4, et les O, ça fait bien 36, puisqu'on a 20 plus 16, 4 x 4. Donc, a priori, quand une région est incluse dans une autre, ça va. Et si jamais les X se touchent, ou même s'ils sont en diagonale, le calcul serait différent. Donc, j'ai envie de dire, c'est un suspect. Un suspect. For each neighbor, if neighbor égale region... Alors, ça, ouais, j'aime pas ça. En fait, c'est pas un bon nom, ça, c'est plante. Voilà. Get plante, if plante égale region plante, current perimeter moins 1, et on le réinitialise à 4 à chaque fois, puisqu'il y a bien 4 côtés, et donc si j'ai un voisin, j'enlève un côté, et donc si j'ai 4 voisins, bah, ça compte pas, ouais. Ouais. Sachant que ça marche pour le cas complet qui est celui-là. Hein. Donc ça veut dire que même ce R-là, il est bien compté comme faisant partie du périmètre, les I, bon c'est un cas élémentaire, voilà, même les C sont bien calculés, puisqu'on a vu que le prix du C, ouais, puis en plus c'est une multiplication, donc si l'un des deux était mauvais, ça se compenserait pas si facilement que ça, quoi. Et on a vu que le prix était bon. Donc même le C qui est arabiscoté et qui va jusque-là, voilà. Et ce C-là qui est tout seul d'ailleurs, il a bien son prix à 4, et de ce qu'on a vu, ça passe bien. Donc compliqué de trouver où est le bug. J'espère qu'il y a un bug et que c'est pas un bug côté AOC, ça serait vraiment une très mauvaise pub. Mais je suis quasiment certain que le bug est chez moi, bien évidemment. Region plant, map.get, machin, region should not be empty, bon c'est d'accord. Je vais prendre toutes les coordonnées dans la région et je vais regarder leurs voisins.
périmètre de 4. Ou alors il y aurait un edge case en particulier qui n'est pas dans la documentation initiale. À voir. On va regarder le getArea pour voir s'il y a quelque chose. Bah non, le getArea c'est juste le nombre de coordonnées, donc ça me paraît difficilement compliqué de l'accuser. Et là, ah oui, on avait compté le nombre de régions. Ah oui, moi on l'avait compté par rapport à ça. Et donc on s'était dit qu'il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc oui, on sait déjà qu'il y a 11 régions. Donc le découpage en régions est bon. Là, on a bien 5 régions. Là, on a bien... Ah oui, j'avais carrément mis des coordonnées. Donc bon, je ne l'ai pas fait pour les autres, bien évidemment. C'était un peu plus complexe. Et voilà. Donc... Et puis ça, c'était la récupération des régions. Il est possible qu'elle soit aux fraises, mais alors je vais la regarder rapidement, on ne sait jamais. For Y égale, donc on parcourt toutes les lignes, on parcourt toutes les colonnes. Donc si on a une plante à cet endroit-là, on regarde si on a changé de plante. Si on a changé de plante, si on n'a pas changé de plante, il n'y a pas de sujet, hein, on est d'accord. C'est ça, il n'y a pas de sujet. Donc si on change de plante, gna gna gna, on push la région courante dans la plante, on crée une nouvelle région, et donc on va créer la région en partant avec une queue, avec le point de départ de la région, et ensuite on va traiter tous les éléments de la queue, et pour chaque élément de la queue, on va dire, bah, je récupère la plante, si on est bien sur la même plante et qu'on ne l'a pas déjà explorée, on va la rajouter à la région en cours, et on va ajouter tous ses voisins à la queue, et on parcourt. Et donc effectivement, on part de proche en proche, avec x moins 1, y, x plus 1, y, x, y moins 1, y, plus joli comme ça d'ailleurs. Tadada. Bon. Frustrant. Frustrant parce qu'il n'y a pas un seul test qui a planté et... Là, encore mon syntaxe qui plante là. Je suis sûr que c'est à cause des... Bon bref. 1930, donc on fait bien le fold. Est-ce qu'il y a une manière là qui plante? Get file content asset input as stir. J'ai rien changé, hein, on est d'accord. 139, 96, 118. 130, oui, 13, 96, 118. Total price of fencing all region on your map. Ouais. Est-ce qu'il y a un indice là-dedans? Parce que des fois, on passe un peu vite et on se dit... Non, puisque j'ai fait le fait d'afficher, hein, on est d'accord? Oui, puisque là j'ai fait ça, mais si je fais un cargo de test qui a S30, revérifier cet aspect-là. 216, 32, 392, 180, 260, 224, 234, 308, 60, 24. On va aller un poil plus loin. Bah, c'est bien, comme ça on travaille le troubleshooting. Moi, j'ai pas vraiment de soucis par rapport à ça. On va afficher là. On va faire un i let area égale get area. Pardon, il manque un point virgule. Let perimeter égale get perimeter, dbg et area et perimeter. Et on va faire area fois perimeter. Donc là, on a bien, on va faire ça comme ça. 12 fois 18, 4 fois 8, 14 fois 28, 10 fois 18, 13 fois 20, 11 fois 20, 1 fois 4, 13 fois 18, 14 fois 22, 5 fois 12 et 3 fois 8. Ok, alors. J'ai pas dit mon dernier mot. J'ai pas dit mon dernier mot. Ça me plaît. Parce que de toute façon, le fold ne va faire que... pardon. Le fold ne va faire qu'afficher la multiplication des deux. C'est-à-dire exactement ce que fait calc fence price. Donc ça, en fait, ce qu'on va faire...
va le ramener à ça, puisque ça n'avait pas vraiment de valeur ajoutée. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire un truc un peu plus chiadé là. On va faire un println en l'occurrence. On va faire area tac, perimeter tac, price tac. Et là, on va mettre area perimeter price. Et là, on va faire let price égale area fois perimeter. Et là, on va renvoyer, pas du tout, on va renvoyer price. Oui, alors ok, s'il manque des machins. On va garder ça. Donc là, si je fais ça, voilà. Là, l'avantage, on va faire ça. Et on va rajouter un dernier truc. Voilà, c'était ça que je voulais faire. Plant. Hop. Et là, on va faire map.get et region 0. Et on va faire .unwrap. Voilà. Et là, si je fais ça, voilà, là j'ai la lettre. Voilà. Mon 1930, là, on va le garder à 0, puisque de toute façon, ça ne nous apportera pas plus d'infos. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un asset input. Il y a du monde. Ah oui, c'est que il faudrait que je puisse réduire ça. Alors, on va le faire autrement. On va le faire autrement. On va le faire autrement. Advent of Code 2024. Day 12, part 1, asset. Si je l'ouvre comme ça, on pourra jouer sur le zoom. On va le faire comme ça. Le truc, c'est qu'il y en a qui sont ultra fat, quoi. 91, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Plante R, celles-là, elles sont sympas. Périmètre area 3, périmètre 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. Non, price 24. Plante Q, area 10, périmètre 18, mais il y en a certaines qui sont ultra fat. Là, effectivement, il y a un U qui est tout seul. Tu vois, les hauts, périmètre 91, je vais pas me taper tout le truc à vérifier ça. Y. Y2, oui, périmètre 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pareil, c'est ça. Yes, salut. Bon slash. Donne envie d'aller purger du Xenos sur Space Marine 2. Les dés, ils sont intéressants parce qu'il y a beaucoup de monde. Ouais, je me pose la question, effectivement. Je vais essayer de prendre des cas en fait assez limités qui peuvent s'auditer, on va dire ça comme ça. Les V, area 2. Voilà, il y en a plusieurs des V. Hein. Attends, des V, area. Attends, CTRL F. V. Ah oui, effectivement, des V, il y en a deux, il y en a un. Est-ce qu'on en a d'autres après? On en a d'autres des V, area 5. Voilà, celui-là, il m'intéresse. Périmètre 10, area 5, périmètre 10, price 50. Donc là, area 5, c'est effectivement ça. Et tu dis périmètre 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Ah, donnez-moi tort quand même. Là, c'est vrai que je suis sur les calculs, mais ça se trouve, c'est le GetRegion qui pète des câbles. Alors, il y en a un autre. Parce que là, le V. À la limite, on peut faire ça. On peut pipe, grep V. Voilà. Et là, j'ai tous les V. On peut faire ça. On peut en voir, parce qu'on voit que les V, il y en a quelques-uns. 2, 1, 5. Area 20. Ah oui, parce que celui-là, il passe d'abord. Donc là, est-ce que j'en ai combien? J'en ai 1, 2, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allez, 20.
périmètre 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. Compliqué cette histoire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, parce que j'avoue que je suis un petit peu dans la sauce. 2, 4, 6, périmètre 14. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Je crois de plus en plus que c'est pas... Parce que celui-là était quand même assez tarabiscoté, le 20 là, et le périmètre est bon. Donc j'ai l'impression que tarabiscoté ou pas, on s'en sort. Donc mon problème ne serait peut-être pas sur le calcul de la surface et du périmètre, mais il serait sur les régions et comment elles sont... comment elles s'intertwinent, comment elles s'entremêlent. Voilà, j'étais là. Le dernier L. Parce que je vois que des L, il y en a jusqu'au bout. On va voir les cas aux limites. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attends, quoi? Ah mais non. Ah non, c'était un plus gros. Attends, comment tu fais ton truc là? Plante L, area 8, périmètre 18. Ah oui, non, parce qu'il doit y avoir un L avec area 2. Ça doit être celui-là, mon dernier L, qui est tout au bout de là. Oui, parce qu'il est vertical, donc on teste comme ça. C'est strange ça quand même. Attends, CTRL F, L. C'est marrant ça. Regardez, ce qui m'étonne, c'est que je suis censé avoir, puisque je grèpe les plantes L, il me manquerait pas juste une... Parce que là, qu'est-ce que j'ai? Ce 2 là, c'est parce que comme il lit par les lignes, en fait, il faut regarder le premier L, pas le L le plus bas, mais le L le plus haut. Le truc, c'est qu'en termes de région des L, donc si on fait ta, je vais avoir un L avec un area de 1. Donc le L avec un area de 1, on peut raisonnablement penser que c'est celui-là. Yes. Jusqu'ici, tout va bien. Le truc, c'est que ça fait combien? Ça fait 1, 2, 3, et c'est censé être la région d'après, on est d'accord, hein? Oui, oui, parce que c'est en dessous. Donc là, il dit 38. Pourquoi il dit 38? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je devrais avoir un L avec un périmètre de 11. Mais c'est pas le cas. C'est complètement fuck up mon truc. Celui-là, vous le voyez. Je vais le remonter un peu. Ouais, non, je vais le mettre là, juste dans le trou. Je peux tout simplement remonter la fenêtre. Idiot de Stéphane, parce qu'il y a mon Xiaomi de qui est devant. Mais je suis pas en train de cliquer. Donc 1, 2, 3 et 7. Ok. Et ça, ce 7 là, ça correspond à celui-là. Ok. Je vais faire un CTRL A Z et je vais le mettre. Attends, je suis sur quelle fenêtre là? Hop. Ah oui? Pourquoi je peux pas? Ah, parce qu'il est en plein écran, je suis bête. Voilà. Hop. Et toi, voilà. Donc comme ça, on les met côte à côte. Et on va mettre le Xiaomi de qui là. Pour l'instant, c'est pas un sujet. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Parce que je comprends pas ce qui se passe, je comprends pas ce que je vois. Et ah oui, mais non, mais si je fais ça, ça va me fuck up le... Tant pis. Ah non, j'avais pas scrollé jusqu'au bout. Ah, parce que j'étais morcelé. Oh. Ok. Oui, non, parce que sinon je vais me retrouver avec la sauce. Donc je veux pas ça. Et donc 8.
Ok, non mais on est bon en fait. C'est que la région, ça doit être la région de 38. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, je vais pas les compter un par un, mais j'imagine que c'est 38. Et là j'en ai 6. Et là j'en ai 5. Et ça c'est ma région de 8. Et j'ai bien ma région de 1 avant. Non, c'est moi qui comptais mal. J'avais pas scrollé ou quoi que ce soit. C'était sous l'écran. Et j'étais aveugle. Donc ça va. Ça m'arrange pas, mais ça va. Donc j'ai bien mon area de 7 qui est là. J'ai bien mon area de 1 qui est là. Et ça. Donc aux limites, on est pas trop mal. Ça m'arrange pas. Hmm. Mon ami, mon ami, mon ami. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Allez, il me reste encore 7 minutes pour trouver. Si vous avez une idée, n'hésitez pas, hein. J'aime bien galérer, mais quand même. Les D. Est-ce qu'il y a une signification dans les lettres? Peut-être que ça peut m'aider. Pas sûr que ça m'aide, mais... Tiens, lui, il a l'air particulièrement vénère, là. Le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 3, 10. Est-ce que j'en ai un de 10? Périmètre 22. On va le... Hop. On va le compter. Ça fait quoi? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22? Non, non, de plus en plus, je pense que le problème, c'est pas le calcul de l'aire, c'est pas le calcul du périmètre, c'est que j'ai dû me faire avoir avec une région qui est incluse dans un autre, d'une manière qui fait péter mon truc. Et c'est très frustrant. Oui, parce que même si on a des régions, et on a vu qu'on ne prenait que les régions, on ne prenait pas les diagonales. Oh, je ne sais pas. Je sais que je ne sais rien. Oh, j'aurais voulu finir sur une victoire là avant de partir. Est-ce que je vois une région qui est incluse dans une autre qui pourrait expliquer? Donc là, on a des D, des O, des F. Faut arriver à le voir quand même, hein, parce que même des cas comme ça, ils sont bateaux en fait. On les a déjà traités ces cas-là. W, du F, ou les régions les plus grosses peut-être. F, T. T, ça a l'air d'être velu, hein, la vache. T. Oh ouais, non, pas tant que ça en fait. Bon, il y en a quelques-unes, mais de là à dire que c'est velu. Non, et puis on avait fait des cas un peu plus. Tiens, ça c'est intéressant ça. Là, il y a un T en diagonale. Est-ce que ça pose problème? Bon, par contre, il faut arriver à le trouver. On va voir. Il y en a un qu'on peut retrouver assez facilement. C'est le T de 3. Ouais, 3, on le voit. Juste avant, on a eu. Alors non, parce qu'il y a plusieurs T de 3. Oh. Bah c'est bien, on a deux T de 3, ça on les a. On a un T là, ça doit être le T de 22. 3, 4, 4, 4, 4, ça fait 16. 16 et 6, 22. Donc je l'ai le 22. Ensuite, il y a un T de 1. Voilà, bah, il est là, le T de 1. Il est là. On a un T de 55 qui doit être celui-là, j'imagine. Et ensuite un T de 8 parce que 4 et 3 et 2. Voilà. Et après, on a le T de 3. Donc non. Non, non. Là, on a un joli T de 133, mais il n'y a pas de raison qu'il soit torturé, celui-là. On a des T de 2 et T de 1 avec des T assez trapus. Il y a un T de 99. Non, 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 non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a une erreur quelque part. Ça vient a priori pas de mon fichier. Est-ce que ça vient de l'Advent of Code? Je suis quand même très surpris. Eh ben, donner notre langue au chat, non, je pense pas. On peut aller voir le subreddit de l'Advent of Code pour voir si il y a des gens qui se sont cassés le nez comme nous. Des fois, ça m'aide, hein, dans le sens où, au-delà d'avoir une solution, ça me permet d'avoir
une épaule sur qui pleurer. Si je fais ça et que, hop, on va faire ça comme ça, on va faire site 2 points et on va mettre day 12. Alors, je veux... Ça marchait avant ça? Ça marche plus. Peut-être moi qui ai fait une connerie. Bon, c'est pas grave, au fond où j'en suis. Ah oui, non, parce qu'ils le font pas comme ça, ils le font comme ça. Alors oui, on va peut-être... hop, hop, on va peut-être mettre des guillemets. Unexpected error. Oh la vache, je pensais pas faire péter un câble à Duolingo comme ça. Ça marche d'habitude. Ah mais c'est peut-être parce que je suis en hold là. Je vais faire juste avec reddit.com pour... je suis où là? J'ai perdu ma souris. J'ai perdu mon clavier, j'ai perdu ma souris, j'ai perdu ma vie. Ah oui, ça marche pas. Ah, peut-être que ça marchait avant et que ça marche plus en fait. C'est pas grave. Alors, on va chercher là. Ça marche aussi là. Day 12. Process. Non, je veux pas de hint pour la part 2. Ouais, bah Relatively Easy, j'ai quand même réussi à me planter. Hein. Ah bah oui. Ok. C'est intéressant comme manière de faire. Non, non. On regarde pas sur la part 2, j'ai pas envie de me faire spoil. Ah non, c'est les solutions, donc ça j'en veux pas. C'est le méga thread. C'est bien. C'est une référence sur moi. Allez, il me reste 1 minute. Non, je veux pas la part 2. Ah là là. Je vois pas sur quoi je me suis planté. Ça doit être vraiment tout bête. Je suis peut-être à 1 de delta. Non. Eh ben, je pense que on va conclure ce qui finira ça. Et puis je vais bien réfléchir pendant que je serai au snowcamp sur ce soir. Qu'est-ce que j'ai fait qui explique ça? Tiens, I pass small test case but not the final input. Part 1, Fishman, nanana, too small. Ah bah tiens, c'est exactement le même problème que j'ai. Try this case. Ça, c'est vachement sympa. Ouais, effectivement, dans la communauté, c'est pas grave, je vais dépasser un peu, mais ça, c'est intéressant. Et puis, on va pouvoir les tester. Ils donnent des cas, en fait. Ils donnent pas des solutions, ils donnent des cas. Et ouais, notamment avec des trucs insérés, etc. Try with smallest task. Voilà, donc avec des cas, en fait, des cas plus restreints. My gotcha was that. Ok. Where all those O form one continuous shape. Oh, intéressant ça. 1700 pour P1. 1700, ça paraît trop élevé. Ah oui, parce que c'est la multiplication, pardon, c'est en termes de prix. Et ben, je sais pas, si on fait un fold là-dessus, qu'est-ce qu'il dit? Et puis on s'arrêtera là-dessus. J'aimerais bien finir avec un échec qui soit pas un échec catastrophique comme celui-là, n'est-ce pas? Hop. Oui, c'est ça. Donc on va faire ça, et on va faire ça là. Et voilà, donc final, bon, finalement ce sera pas le final, mais c'est pas grave, on s'en veut pas. Et donc, tac, hop, V $, CTRL V, D. J'ai dû être un peu trop violent. Non, c'était bon. Non, il y a un truc qui va pas là. Si, c'est bon. Ah oui, parce qu'il a le même nom que l'autre.
Hop, je vais redescendre le show me de qui parce que là dans les yeux ça fait mal. On va l'appeler fold test. Ah, j'en sais rien. Voilà. Et lui, on attend combien qui dit? Le monsieur, 1700 pour P1. Je vais mettre 1700 pour voir ce que ça donne. Cargo test. Et j'obtiens bien 1700. Donc... Ok, je ne sais pas. Je vais relancer un time pour voir, mais on est bien toujours sur... Pourquoi il ne m'affiche pas le résultat? Huh. Calc price, pourtant il renvoie bien le price. Ah mais j'ai fait un grep. On sent que c'est la fin, 13, 96, 118. Non, ok, c'est un échec, mais on finira par trouver. Je pense pas que ce soit le jeu de données en entrée qui se pose problème, je pense que c'est moi. Donc je creuserai, il y aura peut-être un des cas là-dedans, justement. Histoire de voir ce que ça donne. Ok, bon. Voilà, on continuera quand je reviendrai. Ça sera mardi donc de la semaine prochaine, mardi en 8, le 28. Donc, et puis je vous parlerai du Snowcamp, je ferai un retour à chaud. Merci beaucoup si vous avez suivi jusque-là, ça me fait quand même très plaisir de voir que ça continue d'intéresser. Si vous avez des idées par rapport au code, je vais le commiter, je vais le pousser. J'avais fait un commit? Temp, ok, effectivement. GP force with lease, ouais c'est ça. Donc on va remplacer le code qu'on avait sur la branche de l'Advent of Code avec ça. Donc si ça vous intéresse, allez voir sur GitHub, récupérer. Si vous avez fait votre propre algo et que ça fonctionne, eh ben bravo. Et puis on se donne rendez-vous, ouais c'est ça, mardi prochain. Allez, amusez-vous bien. Ciao ciao.